bonjour à toutes et à tous. Euh, So, alors, je vois quelques têtes connues d'ailleurs. Je suis ravi de vous retrouver pour certaines. On a eu des bonnes inscriptions. Vous avez été plus de 180 à manifester votre intérêt pour ce webinaire. Là, je vois qu'on est une petite trentaine. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être de laisser passer une petite minute pour laisser à celles et ceux qui ont des petits retards pour nous rejoindre. Et on commencera sans plus attendre. J'en profite déjà pour vous saluer, dire bonjour aux personnes que je connais et puis effectivement vous préciser que vous pourrez poser des questions évidemment au fur et à mesure, qu'on prendra plutôt à la fin, mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, comme ça nous permettra de les reprendre ensuite à la fin et on fera en sorte de s'assurer que toutes les réponses ont été répondues. Voilà. Écoutez, ouais, je voulais atteindre le seuil symbolique, mais d'une trentaine. Mais écoutez, peut-être que le début permettra de faire venir les prochains. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir. Pour ceux d'entre vous que je ne connais pas encore, je me présenterai très rapidement juste après et je prendrai le temps aussi de présenter surtout nos deux intervenants qui sont deux alumni et de la même formation mais à un an d'intervalle. Donc, merci infiniment Clotilde et Alain d'avoir accepté de venir témoigner. Comme vous l'avez compris, ce webinaire a pour objet surtout de vous faire parler, Clotilde, Vincent, pardon, Alain, pour vous permettre de raconter votre parcours, la place qu'a eu la formation dans les métiers de la RSE et puis comment vous l'avez inclus dans votre réflexion d'évolution de carrière, dans vos besoins de métier. Et puis, laisser aussi pas mal de temps sur cette après-formation et que vous nous disiez déjà qu'est-ce que vous en avez tiré, puis aussi vous témoigner plus directement de ça veut dire quoi aujourd'hui d'être en charge d'une direction RSE, une direction environnement pour toi Alain. Qu'est-ce qui a changé éventuellement ces derniers temps? Donc tout ça, ce sera des questions qu'on abordera. L'objectif, et on va pas s'en cacher, c'est aussi de mettre en avant la formation que vous avez suivie, la masterclass direction durable, dont je parlerai pour commencer, pour la présenter brièvement, et de montrer, et j'espère que ce sera le sens de votre témoignage, que elle répond bien aux enjeux du moment et elle outille bien les personnes qui se prêtent à remplir ce métier d'être au-delà de directeur développement durable. Maintenant, on voit des profils un peu plus variés, mais des gens qui veulent prendre en charge l'enjeu crucial de piloter la transformation des entreprises vers des modèles plus durables. Voilà donc notre programme. Je vais très rapidement dire un mot pour vous présenter Alain et Clotilde, même si évidemment vous le ferez mieux une fois que je vous laisserai la parole et me dire un mot aussi. Donc peut-être que Clémence, tu peux passer à la page d'après. Je vais commencer par toi, Clotilde. Alors, je peux préciser que vous connaissez bien, c'est un peu un hasard des disponibilités des alumni qu'on a contactés. Vous avez eu des parcours un peu en parallèle dans des entreprises de la pharmacie. Pour autant, vous avez des parcours professionnels qui sont assez différents, donc ça permettra d'avoir des points de vue et des expériences de vie professionnelle qui sont très différentes, très complémentaires et pour autant tout à fait riches. Donc Clotilde, toi, tu es actuellement directrice développement durable et RSE de LFB, qui est un labo pharmaceutique français, et tu as réalisé une très grande partie de ta carrière dans le monde de la pharma, puisque tu es diplômé d'un master en biochimie. Accessoirement, tu fais un MBA à l'Imperial College de Londres, j'imagine un peu plus tard. Et donc, tu as suivi un parcours dans cet univers de la pharmacie pendant de longues années en France, à l'international. Et puis, toi, tu nous raconteras précisément comment, mais tu as bifurqué dans la RSE lorsque tu étais chez Sanofi, a priori autour de 2013, avant de prendre effectivement des directions RSE chez EuroAPI, dont tu pourras parler en termes d'activité, mais qui est aussi dans le monde de la pharmacie, et puis depuis fin 2024 chez LFB. Donc tout ça, tu reviendras sur ce parcours et j'indique que tu as suivi la formation Masterclass Direction Durable sur la promo 23-24, donc il y a 3 promos désormais. Alain, toi aussi, tu es un produit de la pharmacie et que tu as connu aussi intensément ces dernières années.
Tu es actuellement directeur environnement et énergie de EuroAPI, donc un poste plus orienté sur la dimension environnementale. Et peut-être qu'on pourra évoquer les particularités de ces deux points de vue dans le cadre de notre discussion. Tu es d'abord intervenu plutôt dans les sites industriels depuis 95, une quinzaine d'années à occuper différents postes dans les fonctions techniques, les fonctions HSE, la direction de sites industriels. Et puis, tu as progressivement basculé. Tu dis que tu es tombé dans la marmite environnementale autour des années 2000, 2010, à travers tes lectures, tes conférences, tes intérêts aussi. Donc, plutôt en appréhendant les enjeux énergétiques, climat. Et tu as eu l'opportunité de créer la direction climat chez Sanofi, ce qui t'a permis de te mettre le pied à l'étrier au niveau professionnel. Et puis avant de rejoindre EuroAPI en 2024, où tu es désormais, donc, comme je l'indiquais, en charge des questions environnementales et énergétiques. Et donc toi, tu as suivi la formation un an après Clotilde, la précédente promotion, donc 24-25, sachant que, pour la petite histoire, on vient juste de terminer la promotion 25-26 hier, donc c'est tout. Voilà, je vous laisserai évidemment vous présenter plus en détail. Comme promis, je vais dire un mot sur la formation en tant que telle, pour situer un petit peu le parcours que vous avez suivi. Et puis j'aurai l'occasion de répondre à des questions pratiques si elles se posent pour ceux et celles d'entre vous qui sont intéressés par s'y inscrire l'année prochaine. Et avant de vous laisser la parole et de laisser développer vos parcours et vos métiers. Clément, je peux te laisser avancer sur la suite du coup, directement à sur celle d'après. Voilà, donc je vais vous faire un focus sur la masterclass direction durable, juste pour rappeler qu'on a d'autres formations qui peuvent vous intéresser, qui répondent à d'autres objectifs, qui peuvent être en ligne ou présentiel. Mais aujourd'hui, on est plutôt là pour parler des personnes qui veulent prendre un poste, une fonction qui leur permette d'être le point clé de pilotage de la transformation durable des entreprises, donc cette masterclass direction durable. Alors, sur la page suivante, vous allez voir que la façon dont on présente le champ de compétences, Clément, si tu veux bien avancer, merci. La façon dont on présente le champ de compétences à adresser quand on est en charge des métiers de la RSE, on peut le représenter par un arbre avec trois dimensions, la partie basse, les racines, le tronc et les branches. Et selon l'angle auquel on veut se prêter, les métiers qu'on veut occuper, on va mettre l'accent sur l'un ou l'autre. Ce qui est le passage obligatoire, c'est le tronc, c'est la solidification des éléments de base, la grammaire du développement durable, donc connaître les standards, la réglementation, les concepts scientifiques, les limites planétaires, tout ce qui fait les particularités des sujets ESG, qui est un sujet à la fois technique et assez dense et très complet. Et donc, c'est indispensable de maîtriser ces codes-là pour pouvoir avoir une vision d'ensemble et pouvoir en parler autour de soi. Et puis après, on peut se prolonger plutôt dans l'ancrage au sol, dans cet ancrage méthodologique à travers, on peut représenter par les racines, qui permet de développer à la fois les sujets de méthode, de technique opérationnelle, l'analyse de cycle de vie, l'éco-conception, le dialogue partie prenante, etc. Donc des métiers qui vont vous permettre d'être beaucoup plus opérationnels, notamment si vous vous destinez à être dans des fonctions de ce type-là ou en conseil. Et à l'inverse, ou en tout cas dans une autre approche, plutôt choisir l'élévation, les branches, qui correspond dans ce schéma plutôt à la dimension stratégique, la capacité à conduire le changement, à piloter une transformation des organisations, des équipes, qui est le point sur lequel on s'ancre plus sur cette direction à destination des CSO, des Chief Sustainability Officers, et qui est sur lequel on insiste particulièrement dans nos formations dirigeants. Alors, en pratique, sur la page suivante, le fil rouge, le conducteur de cette formation destinée aux directeurs directrices de développement durable, c'est plus que la maîtrise des sujets techniques de l'ESG, environnemental, social, gouvernance, c'est vraiment la compréhension du changement de modèle et comment aller vers une entreprise qui soit structurellement durable. Et donc, ça nous fait balayer, alors bien sûr, la maîtrise des sujets ESG, vous le verrez dans le programme juste après, qui sont un prérequis, mais surtout comprendre les points d'accroche de la durabilité dans les grands pans d'organisation d'entreprise, sa gouvernance, son modèle de création de valeur, son modèle économique, l'utilité,
qui renvoie à sa raison d'être et à sa justification finalement des distances et son lien avec toutes les autres parties prenantes. Il faut sonder évidemment l'offre, les questions de réorientation, de pivot de solutions. Et puis, on ne peut pas passer à côté des sujets de facteurs humains, culture d'entreprise, organisation des équipes, sens qu'on donne à tout le projet d'entreprise. Et donc, ce sont précisément les différents points que nous abordons au fil de la formation. Alors, en pratique, cette formation, elle s'articule sur une petite année. Donc, elle se lance en novembre cette année, novembre 2026, début novembre jusqu'à fin juin, autour de 10 sessions, donc à raison d'à peu près une session par mois, une session toutes les 3 semaines, qui est complétée par un programme digital. Donc, c'est vraiment une formation hybride. Vous suivez en parallèle un format digital organisé autour de 10 chapitres. Donc, ce sont les mêmes 10 points et complété par des journées présentielles. Donc structurellement, le programme balaye vraiment tous les enjeux de la durabilité en entreprise, donc vraiment une vision à 360 avec 2 premières leçons qui sont consacrées plutôt sur la découverte, les notions de critique, poser les bases. Ensuite, les leçons 3 à 5 vont permettre d'approfondir les sujets sociaux et environnementaux. Avant d'aller vraiment aborder les pans dont je parlais avant de modèles d'entreprise à travers la supply chain en leçon 6, la question de l'offre et des solutions apportées par l'entreprise en leçon 7, tout l'enjeu de la relation à la finance et l'évaluation de la performance financière dans ce dispositif. Et puis on ouvre progressivement sur les leçons 9 et 10 sur les enjeux du facteur humain, de transformation, de gouvernance, et puis en essayant d'être le plus inspirant possible. Donc ça fait un programme assez dense et assez rythmé et qui est prolongé par du travail à la maison avec des exercices pratiques qui sont très tirés par des cas. L'objectif c'est de se coller à la pratique opérationnelle des entreprises et étudier des entreprises réelles, en plus des témoignages dont on peut avoir pendant les formations. Cette formation étant certifiante, il y a un certain nombre d'obligations d'exercices notés qui sont qui accompagnent toute la formation et qui se traduisent par un cas final qui est une analyse d'entreprise et d'évaluer, d'apprécier la durabilité de l'entreprise aujourd'hui. La particularité, si on peut avancer sur la page suivante, de cette formation et sa richesse, et bon, c'est toujours difficile de faire de l'autopromotion, mais les participants qui concluaient la formation hier le rappelaient, hein, mais indéniablement la richesse de cette formation, ce sont les intervenants qui se succèdent, qui sont à la fois des personnes en poste en direction RSE dans des entreprises que j'estime inspirantes et particulièrement avancées ou emblématiques, qui sont soit des grands groupes, soit des structures un peu plus petites, mais qui voilà sont très à la pointe et qui jouent le jeu aussi d'avoir une discussion en toute transparence et franchise sur certes les réalisations, mais aussi toutes les difficultés qui peuvent se poser. On a aussi des experts qui viennent creuser certains points pratiques au gré des différentes leçons, donc qui peuvent venir du monde du conseil, du monde universitaire, du monde de l'ONG, et la variété des points de vue est toujours intéressante. On reçoit facilement 4, 5 intervenants à chaque session, donc sur des formats assez courts, mais toujours avec la consigne d'être sans langue de bois et de forcer l'interaction avec les participants de façon à ce que les vrais sujets, les vraies questions soient abordées. Voilà, je vais pas aller plus loin. Une journée type, voilà, c'est de 10h à 18h30 pour les personnes qui vivent en dehors de Paris. Ça permet de gérer son train et vous avez en général, voilà, pas mal de temps qui se succèdent avec des interventions soit d'alumni qui peuvent apporter un point de vue plus opérationnel et puis en réaction avec les attendus explicites de gens qui suivent la formation. On conclut toujours la journée avec une intervention plus emblématique d'un directeur, d'une directrice développement durable dans une entreprise emblématique, comme je le disais. Dans l'après-midi, en général, on a 1 ou 2 experts qui viennent apporter des points de vue différents sur le thème de la journée. Et puis, moi, je viens toujours faire un rappel méthodologique ou un complément théorique en écho avec le format digital que vous suivez en parallèle. Et on consacre toujours un temps d'interaction dans la journée qui permet soit de travailler sur un cas, soit de corriger un cas, soit de faire des ateliers complémentaires pour approprier, appréhender certaines des méthodes.
Voilà, je crois. Ah oui, je crois qu'il y a encore une page. Clément, si tu bien avancé, pour rappeler voilà que c'est un programme complet qui est assez dense, qui a été conçu pour s'intégrer dans les contraintes professionnelles et qui est finalement à sa guise. Hein. Donc, vous pouvez y passer un temps plus ou moins conséquent par rapport à vos contraintes professionnelles et vos envies. Mais au-delà des 10 séances présentielles, vous avez du temps de préparation à la maison. Vous avez bien sûr, et c'est le plus important, le temps d'assiduité et d'écoute et d'ouverture pendant la session. On demande un maximum d'interaction. Et puis, il y a toujours du travail qui peut être proposé après, ne serait-ce que de reprendre ses notes et de suivre l'actualité à travers d'autres formats que nous proposons par ailleurs. Voilà, je ne serai pas plus long. Je prendrai toutes les questions que vous pourriez avoir par rapport à cette formation et je vais désormais passer la parole à nos deux témoins, alumni, qui ont suivi cette même formation, je le disais, il y a 2 et 3 ans. Donc, on va organiser la prise de parole autour de 3 grands temps et je vous poserai les questions successivement et n'hésitez pas au contraire à rebondir et à enrichir la discussion entre vous, Alain et Clotilde. Donc, un temps pour présenter un peu votre parcours, rappeler quels ont été les points clés et éventuellement aussi la façon dont vous êtes rentré progressivement dans le monde de la RSE et de l'environnement et quel a été le détonateur pour vous ou l'opportunité qui a pu se présenter. Donc on commencera par ça et puis après je vous poserai des questions plutôt sur l'apport de la formation, le pourquoi, le comment et le bénéfice de la formation et on finira par vos métiers. Et qu'en est-il aujourd'hui et les particularités d'être en poste sur vos métiers en cette période assez particulière, post-backlash, mais pour autant face à des enjeux qui sont extrêmement critiques. Alors, je vais commencer par la première partie et donc peut-être Clotilde, si tu veux commencer, nous dire voilà en complément de ce que j'ai pu déjà dire, mais quel a été ton parcours et peut-être insister sur voilà qu'est-ce qui a été la bascule pour toi pour arriver en RSE. Très bien, merci Arnaud. Bonjour à toutes et à tous. Oui, en plus de ce que tu as dit, qui sont on va dire les faits, moi, ce qui m'a motivée tout au long de ma carrière, en fait, c'est d'essayer de lutter contre les inégalités. En fait, j'ai eu la chance de beaucoup voyager assez jeune dans beaucoup de pays pour mon travail dans le domaine de l'industrie pharmaceutique, et j'ai été confrontée aux inégalités. Et en fait, tout à l'heure, Arnaud, tu parlais des branches, de la vision, de la stratégie. Et en fait, ça, voilà, c'est la vision et la stratégie que j'ai sur la partie RSE et sur la façon dont moi j'ai essayé de mener mon expérience. C'est ça qui me meut et c'est ça qui me motive et c'est ça qui m'a amené de façon indirecte par la suite à la RSE. Donc, je pense que voilà, c'est cette valeur-là, moi, qui m'a portée et qui m'a fait m'amener à la RSE. J'ai entendu parler de la RSE dans les années 2000. Je travaillais dans une banque dans tout ce qui était gestion d'actifs et on parlait à ce moment-là. On commençait à parler des fonds éthiques, des fonds d'investissement éthiques. Et dans l'industrie pharmaceutique, ce qui manquait beaucoup pour cocher toutes les cases, c'était l'accès aux médicaments dans les pays pauvres et les politiques de prix. Voilà. Et donc, c'est pour ça que assez rapidement après, j'ai rejoint Sanofi dans un département qui s'appelait Accès aux médicaments. J'ai contribué à sa création. On a mis en place des programmes d'accès aux médicaments dans les pays en voie de développement. Voilà. Et après ça, j'ai bougé au sein de Sanofi et le département accès aux médicaments est devenu une partie intrinsèque du département RSE. Voilà, si je pouvais résumer un petit peu et rajouter à ce que tu as dit. Donc, moi, c'est cette notion d'inégalité qui me révolte et qui me meut. Et j'ai eu l'occasion et l'opportunité de pouvoir travailler dans une industrie qui a un rôle de santé publique. Aujourd'hui, on parle de souveraineté sanitaire, donc qui a un impact important sur la société et qui, dans les années 2000, avec le scandale des antirétroviraux, a été pointé du doigt pour ces politiques de prix qui n'étaient pas du tout égalitaires entre les pays du Nord et les pays du Sud. Voilà, donc Merci. il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là, donc c'est pour ça que j'y suis restée. Voilà. On aura l'occasion un peu plus tard de creuser un peu quel est ton métier aujourd'hui et comment tu concrétises à la fois ton projet personnel, ce qui te meut, ce que tu disais, et puis les contraintes opérationnelles qui sont sous-jacentes ou stratégiques d'un poste comme celui-ci. Alain, écoute, même question.
compléter éventuellement la présentation de son parcours. Et puis, de ton côté, voilà, quel a été le déclic ou les opportunités que tu as pu saisir pour basculer dans une dimension plus orientée sur la durabilité, en l'occurrence chez toi sur l'environnement et le climat. Mm. Merci, bonjour à tous et très honoré de participer à cette session. Beaucoup de ressemblances avec ce que Clotilde disait, c'est-à-dire que, et aussi je l'avais rencontré sur les autres alumni de la promotion, c'est une forme de conviction quand même qui nous anime et d'essayer de donner du sens. Alors, donc moi je suis originaire de Bretagne. J'ai fait une formation d'ingénieur généraliste très orienté énergie, donc c'était un petit peu ma compétence de départ. Et ce que je souhaitais faire, c'était trouver un métier qui fasse sens. J'ai eu la chance de rentrer dans le métier de la pharma pour fabriquer des médicaments. Et mon but, c'était vraiment de fabriquer les médicaments les plus abordables pour qu'ils puissent être le plus abordables pour tout le monde. Et je trouvais ça pas mal comme affaire. Et après, comme tu disais, Arnaud, il y a ce côté tombé dans la marmite, là, c'est dans les années 2000. Vraiment, la notion d'urgence et la lecture de tous les bouquins de Jean Covici qui sortaient à ce moment-là. Dans les années 2008, il y a eu aussi la partie Grenelle de l'environnement. Donc, la partie environnementale prenait beaucoup de place. Puis c'est cette période-là où j'ai commencé à être un peu plus ultra, à plus du tout prendre l'avion. J'ai fait ça pendant 10 ans. Bon, après, j'ai repris l'avion en 2012 pour la première fois depuis 10 ans. Mais vraiment une forte conviction et que je retrouve d'ailleurs chez mon fils aîné. Et là, il n'a même pas pu venir à Noël à Prague parce qu'il ne voulait pas prendre l'avion, donc c'était assez gênant. Mais d'un autre côté, j'étais assez fier où il allait jusqu'au bout dans ses convictions. Et la deuxième partie où j'ai commencé à pas mal apprendre, c'est sur le monde des déchets. Je ne sais pas pourquoi, je trouvais ça assez fascinant de traiter les déchets, participer à la vie publique, à gérer des syndicats de déchets via la mairie. Je suis toujours dans un village en Occitanie, hein, dans le Gard. Et cette dimension aussi publique d'apporter des compétences sur la dimension de traitement des déchets me passionnait. Donc je faisais ça au boulot, puisque je m'occupais de tout ce qui... J'ai travaillé sur des gros sites de chimie pharmaceutique. Donc, ce qui est super, c'est que ça engage beaucoup de matière, beaucoup d'énergie, beaucoup de déchets. Donc, chaque action est super, super valorisante, en fait. Donc, vous voyez, c'était assez technique au départ. Et après, cette période-là, 2010, quand je présentais une démarche de bilan carbone, outils industriels, efficaces, etc., je me souviens très bien, j'étais super fier de mon truc, mais je crois que c'était trop tôt en 2010. Et donc, je me suis fait bouler. Et je suis revenu après avec ces outils-là au niveau de la direction de Sanofi en 2017. Et là, la maturité était venue. Et donc, j'ai pu monter toute cette dimension décarbonation d'un gros groupe. Donc, vu que c'est un gros groupe, il faut quand même un petit peu de temps, il faut bien 5-6 ans pour que ça commence à délivrer. Et à ce moment-là, j'ai vu que sur ce volet-là, il y avait un élément important, et là, ça m'a permis d'aller vers EuroAPI. Donc, EuroAPI, pardon, c'est un fabricant de principes actifs. On est 3000 tonnes, et c'est une fabrication européenne. Le modèle économique est pas bon actuellement, donc il y a aussi ce problème de soutenabilité du business. Et par contre, la partie décarbonation et toute la partie environnementale est très critique et très demandée par nos clients. Mais je reviendrai dessus sans doute dans les questions suivantes. Voilà, donc pour résumer, beaucoup de sens et une conviction profonde
dans le parcours au-delà de la formation initiale. Bien, merci. Merci Alain. Donc déjà, on voit en commun le fait que vous avez piloté cette reconversion. En tout cas, vous aviez des valeurs, des envies, des motivations profondes que vous avez eu la possibilité de transformer dans votre carrière professionnelle à travers éventuellement des opportunités ou forcer un peu le destin. On va avancer un petit peu dans le temps et puis arriver à ce moment où, alors, étant déjà en poste dans des directions environnement, des directions RSE, vous avez malgré tout choisi de faire une formation. Donc, moi, j'aimerais comprendre déjà qu'est-ce qui vous a motivé, qu'est-ce que vous recherchiez comme formation, et puis accessoirement, qu'est-ce qui vous a convaincu chez Ecolearn. Et puis, dans un deuxième temps, on se posera plutôt la question de l'après et en quoi ça a été bénéfique pour la suite de votre évolution. Qui veut commencer? Allez, Clotilde. Très bien. Merci. Oui, en effet, moi j'ai voulu faire cette formation. Ça faisait quand même une dizaine d'années que j'étais dans le département RSE, donc je savais ce que c'était que la RSE. J'avais déjà à l'époque défini et structuré la stratégie RSE de mon employeur de l'époque. Donc j'avais quand même une bonne connaissance de la RSE. Mais pour moi, il était important déjà de faire une formation qui officialisait cette compétence et pour me donner plus de légitimité, de m'assurer que j'avais pas d'angle mort quand même dans ma vision de la RSE, de me renforcer sur les points où j'étais peut-être je me sentais pas vraiment à l'aise. Voilà, donc pour moi, c'était une façon d'homogénéiser et de structurer mes compétences et mes connaissances dans le domaine de la RSE. La RSE a énormément évolué, on le sait tous, on est parti de l'éthique des affaires à la philanthropie. Maintenant, on parle de chaîne de valeur, business model, gestion des risques. Donc voilà, il fallait vraiment que j'arrive à professionnaliser ces compétences que j'avais acquises de par mon expérience et puis les formations continues que je faisais. Donc pour moi, ce master m'a vraiment aidé à à être plus confortable, me sentir plus légitime et puis de combler des vrais trous en termes de connaissances et de creuser des sujets sur lesquels j'avais pas forcément eu l'occasion de m'appesantir plus voilà. Ce qui était vraiment bien, c'était que comme le disait Arnaud, il y a énormément de professionnels qui sont experts dans leur domaine et donc ça permet d'avoir une compréhension descendante, on va dire, des différentes thématiques. Donc c'est un peu didactique et un peu voilà, mais ça nourrit la réflexion, ça nourrit. On se dit bah ouais, j'ai pas pensé à ça. Dans ma boîte, on pourrait peut-être faire ça, etc. Et puis il y a beaucoup aussi de temps pour des questions, parce que évidemment toutes ces propositions par les experts, si elles étaient simples à mettre en place, voilà, on les mettrait tout de suite. Donc il y a toute une réflexion à avoir, comment et ces temps d'échange, ils sont très très importants. Et ça c'est important parce que dans la formation, il y a ces temps d'échange. En plus des échanges qu'on peut avoir entre pairs aussi au moment des déjeuners, ce genre de choses. Donc c'est un format qui est très inspirant, nourrissant. Et qui permet vraiment de gagner en expertise. Voilà, donc moi, c'est ça que je dirais. Et pourquoi ce parcours en particulier? Pour moi, c'était celui qui était le plus adapté à ma situation professionnelle. Une journée par mois, c'est tout à fait, on peut l'amortir. C'est jouable et à la limite, moi, ça me redonnait un élan et une bulle d'oxygène qui me permettait d'être encore plus efficace dans ce que je faisais après. Donc, ça a été même profitable pour ma boîte quand j'ai fait le parcours lui-même. Voilà ce que je dirais, Arnaud. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Et c'est très bien. Et avant de passer la parole à Alain, je tiens à préciser que alors vous étiez tous les deux en poste avant de vous suivre cette formation. C'est pas du tout la situation générale. Je dirais qu'il y a plutôt un tiers des personnes qui suivent cette formation qui viennent déjà de ces métiers-là. Donc ça veut dire que 2 tiers profitent de la formation pour les découvrir et pour se mettre en situation de pouvoir y prétendre ensuite, soit en interne, soit en proposant une évolution un peu plus profonde de leur carrière professionnelle pour changer d'entreprise, pour changer de vie. Ouais, mais c'est bien d'avoir une expertise avant de faire la formation aussi, parce que ça permet d'élargir, ça permet de faire une transition en s'appuyant sur une expertise particulière et c'est important, je pense aussi. Oui,
C'est vrai qu'il y a des allers-retours, comme tu le disais, qui peuvent être très bénéfiques entre ce qu'on apprend, ce qu'on voit et ce qu'on peut mettre en œuvre. Alain, de ton côté, même question. Pourquoi le besoin de formation et qu'est-ce que tu recherchais? Alors, je vais compléter par rapport à ce que disait Clotilde. Mon niveau de maturité sur la partie ESG n'était pas au niveau de Clotilde. C'est-à-dire que j'étais très E, enfin, j'ai fait que du E, et sur la partie SG, j'étais un petit peu en culotte courte. Et donc, pour moi, l'objectif, c'était vraiment d'avoir le spectre complet de la fonction ESG, au-delà du E sur lequel j'étais plutôt expert. Donc ça, c'était le premier objectif que j'avais. Le deuxième, c'était de trouver des nouvelles sources d'inspiration venant de d'autres métiers que le mien, d'autres métiers, d'autres secteurs d'activité d'un côté, mais aussi d'autres points de vue. C'est-à-dire que, étant plutôt technique et ingé, ce que j'ai trouvé super dans la formation, c'est le mélange que l'on avait de gens venant vraiment de tout domaine d'activité. Je pense marketing, je pense finance, je pense banque. Donc cette diversité-là, elle est extrêmement fructueuse. Et ça, c'était vraiment un point très positif. Puis il y avait aussi beaucoup de diversité d'âge, de sexe. Donc c'était pour moi, très enrichissant de cette partie diversité. Voilà ce que je pouvais ajouter dessus. Alain. Pour finir sur cette formation, peut-être un regard sur l'après, puisque vous l'avez suivi il y a 3 ans. Est-ce que vous sauriez nous dire en quoi vous avez trouvé des bénéfices à cette formation, que ce soit dans la mise en œuvre pratique, dans l'enrichissement, dans le réseau éventuellement que vous avez pu constituer autour de votre promo, ou des acteurs qui sont intervenus. Et puis malgré tout, est-ce que même aujourd'hui encore, vous ressentez le besoin de vous former, parce que tu le disais, Clotilde, c'est des sujets qui vont très vite, qui évoluent vite. Donc voilà, quelques temps après, vous faites quel bilan? Alain, si tu veux poursuivre. Alors, il y a l'enrichissement côté du réseau Alumni, c'est-à-dire qu'on garde beaucoup de contacts par la suite avec le réseau des élèves. Les contacts aussi avec les intervenants, pour après pouvoir pour avoir ce carnet d'adresse. Il y a quelques intervenants à la fois industriels, mais aussi des intervenants, j'allais dire, du métier, un type Ecovadis, par exemple, qu'on rencontre là. Donc ça, c'est très fructueux. Et après, dans mon métier, alors à date, j'ai pas changé de position depuis 1 an où j'ai fait la formation. Par contre, ça donne beaucoup plus de légitimité et d'aisance dans les moments où on va présenter les projets au niveau du conseil d'administration, enfin certains membres du conseil d'administration ou le comité exécutif du groupe. Donc ça donne, je trouve, cette légitimité que j'avais moins auparavant. Donc ça m'apporte de la sérénité, en tout cas, dans mes affaires. Alors, Clotilde, tu veux compléter? Oui, pour ma part, moi, il se trouve que 6 mois après la formation, j'ai changé d'employeur. En plus de en fait, avec le master, on a l'impression qu'on passe un peu de l'autre côté pour plein de sujets. Donc, par exemple, feuille de route de décarbonation, voilà, prix interne du carbone. Enfin voilà, on passe de l'autre côté dans le sens où on peut poser des questions, on peut s'en renseigner, on peut creuser, on peut réfléchir à plusieurs. En plus, avec les études de cas, c'est très intéressant de faire ça en groupe. Et donc, moi, ça m'a permis d'avoir dans mon nouveau poste aussi d'être force de proposition,
parce que même si l'entreprise n'est pas la même, quoi. J'ai pu, en sortant de mon industrie, avec les rencontres, pour être en capacité d'arriver dans une autre entreprise et lors des entretiens, bah, on voyait très bien que je pouvais parler pas que de l'entreprise dans laquelle j'étais avant, mais prendre vraiment du recul et même si je suis dans la même industrie, m'adresser au directeur général ou aux personnes qui sont en charge du recrutement et avoir du recul et pouvoir échanger sur leurs problématiques à eux. Donc, ça permet aussi de sortir de son cadre et de son quotidien quand on est en poste et ça facilite aussi l'embauche puisqu'on peut presque, lors des entretiens, initier une réflexion, parce qu'il y a plein de documents qui sont disponibles en ligne. Si on est bien préparé, voilà, on peut poser les petites questions qui fâchent ou mettre le doigt sur les points un peu saillants dans le business model. Donc ça, c'est très important. Moi, mon rôle au LFB, hein, qui est quand même assez particulier, puisque le laboratoire pharmaceutique de biofractionnement, c'est un laboratoire qui est propriété de l'État français, donc qui est géré par l'Agence des participations de l'État, qui a une mission de santé publique qui a été définie. On est assujetti à la doctrine salariale de l'État, qui est très proche des demandes de CSRD et autres, puisqu'on a un gouvernement, enfin on a un État en tout cas qui s'est engagé, qui est engagé fortement dans le domaine de la RSE. On a des clients, Alain, tu parlais des clients. Nous, on est dans le domaine de la commande publique hein, avec les hôpitaux. Donc, pareil, c'est très intéressant. Hein, depuis que je suis arrivée, donc il y a moins de 2 ans, les appels d'offres, il y avait entre 5 et 10% qui étaient alloués à la RSE. Maintenant, c'est entre 10 et 20%. Donc, ça augmente énormément. Voilà, donc les interactions avec les conseils d'administration, en effet, ça c'est important aussi d'avoir cette vision plus transverse, d'avoir cette culture de l'entreprise, d'être en phase avec l'entreprise aussi, de montrer en interne qu'on est en phase avec le développement de l'entreprise. Et voilà, je trouve que c'est une formation qui m'a permis de prendre du recul, de me consolider, de me structurer et d'être du coup plus à même aller voir à l'extérieur si j'en avais le souhait et l'opportunité. Merci Clotilde. Alors, tu as déjà mis un pied sur la dernière partie qui est de présenter un peu ce métier pour celles et ceux qui ne le connaissent pas forcément et puis éventuellement d'inciter sur ce qui a pu changer ces derniers mois, ces dernières années, puisque c'est un métier qui est en pleine évolution. Peut-être Alain, on peut passer la parole pour nous dire en quelques mots en quoi consiste ton métier, sans rentrer dans la description des tâches pratiques, mais en gros les grandes attendues de ta fiche de poste. Et puis déjà répondre à cette question, d'après toi, qu'est-ce qui a déjà changé depuis 1 an, 18 mois, parce qu'on sait que c'est une période qui est particulièrement intense en transformation de cette fonction RSE. Alors dans le poste lui-même, il y a vraiment 2 grandes parties. Il y a l'environnement historique, l'environnement de sites industriels, donc très opérationnel, les conformités dans l'eau, dans l'air, la consommation d'énergie, etc. Donc, il y a l'environnement historique et il y a l'environnement durable. Et sur la partie développement durable, ce qui est là, on est très orienté client d'un côté, et après, au tout début de la chaîne, avec la R&D. Donc là où je permets à l'équipe de vente de proposer des empreintes environnementales de produits. Pour répondre aussi aux appels d'offres qu'évoquait Clotilde tout à l'heure, on a la chance dans la partie pharma, dans une période de backlash qui est assez forte. En fait, nos clients sont très demandeurs et plus demandeurs maintenant qu'il y a 2 ans. Pour deux raisons majeures. La première, c'est que ce sont des gros clients qui sont engagés à l'externe avec la partie SBTI et ils ont des objectifs de réduction en 2030, tous. Et ils voient bien que la date limite est en train d'arriver, donc il y a une pression majeure pour qu'ils puissent respecter leurs objectifs, puisque leurs objectifs sont sur la chaîne de valeur et nous sommes la moitié de la chaîne de valeur. Donc, il y a cet effet-là, et il y a l'effet aussi dans les appels d'offres qu'évoquait Clotilde, où cette partie-là représente vraiment beaucoup plus de poids, en particulier en France, avec une démarche pour que ce soit très, très formalisé, cet impact produit dedans. Donc, cette partie business
Alors c'est génial, hein, sur la partie business, de pouvoir, lors des appels d'offres, répondre, proposer des actions, voir ce qui est finançable, pas finançable, est-ce qu'on a assez de durée dans le contrat pour pouvoir mettre en place les actions à suivre. Donc voilà, en un mot, c'est deux grandes parties, j'allais dire l'environnement physique des sites industriels, des déchets, de l'eau, etc., et toute la partie dimension commerciale pour le business et proposer des produits les plus décarbonés et les plus clean possibles, tant que faire se peut. Voilà. Merci Alain. Alors, Clotilde, tu peux compléter avec ton point de vue qui est un peu différent, parce que toi, tu es sur la dimension complète ESG. Ouais, Donc nous dire voilà, en quoi ça peut être différent du métier qu'a décrit Alain. Et puis peut-être aussi aller un peu plus loin sur ce que tu constates comme difficulté aujourd'hui ou depuis plus longtemps, mais à engager vraiment cette transformation durable qui est celle qu'on souhaite tous et qu'on précise dans le cadre de la formation. Disons que quand on est dans la direction RSE, on est la charnière entre l'opérationnel et puis la stratégie aussi, hein, donc ce que disait Alain tout à l'heure. Donc voilà, moi je suis en charge du pilotage d'une dizaine de projets qui sont clés pour la transformation de l'entreprise. Alors être en charge du pilotage, ça veut dire que j'ai pas les expertises des métiers, que ce soit les achats, que ce soit les ingénieurs de l'eau, que ce soit les personnes en charge de l'ARH. Mais je suis force de proposition, je suis là pour les aider à trouver des solutions, à trouver des outils, à trouver des méthodes. Je leur donne des éléments de benchmark. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on apprend aussi lors de la formation, hein. Je les nourris pour qu'eux, ils soient à même de piloter leur propre programme. Et ma responsabilité, c'est vraiment de faire passer tous ces programmes, cette transformation de l'entreprise comme une priorité de l'entreprise au niveau du COMEX. Et comme on sait, dans les entreprises, ceux qui s'occupent du moyen long terme, c'est les conseils d'administration. Donc aussi de voir régulièrement les conseils d'administration pour les informer de l'avancement des programmes, leur partager nos performances et identifier les endroits où on doit s'améliorer, les conséquences que ça peut avoir au niveau financier. Le lien avec la finance est fondamental. Parfois, on fait vraiment le grand écart, c'est un peu douloureux, mais voilà, avec le temps, je pense que les choses Donc, il y a cette notion aussi de coordination, de plaidoyer en interne. Moi, je me caractérise un peu comme une activiste en interne. Vis-à-vis de mon COMEX, et puis en externe, bon voilà, je mets en valeur les efforts de l'entreprise, mais voilà, on a cette double casquette, d'où l'importance de voir des pairs, d'où l'importance de pouvoir échanger sur des doutes, les questions qu'on a lors des formations. Pour ce qui est du changement ces dernières années au niveau du backslash, à la fois, il n'y a pas de backslash dans le sens où les gens qui étaient convaincus, il n'y a plus besoin de convaincre grand monde. Je veux dire, maintenant, voilà, on le voit, on est dedans. Aujourd'hui, on est encore. Donc, on a moins besoin de convaincre. Ça, c'est important. Les gens, les CSRD, la vague 1 des entreprises qui ont fait la CSRD, ils vont pas changer leur CSRD, même s'ils ont des allègements. Donc, voilà, les convictions, ceux qui étaient convaincus, ils le sont encore. Là, on nous demande vraiment d'apporter des solutions, de rentrer dans l'opérationnel, des outils, des méthodes, de renforcer l'aspect gestion des risques, qui est important aussi, qui est du moyen long terme. Voilà, et moi je dirais que le backslash, il vient pas tellement alors même si évidemment il y a des lobbying non commensurables qui font tout pour tout détricoter régulièrement, mais je pense que la difficulté en ce moment qu'on va avoir dans les années qui viennent, c'est la conjoncture économique. Voilà. Et donc de facto, on risque dans certaines entreprises d'entrer dans des modes dégradés de fonctionnement qui vont implicitement moins impliquer la RSE dans les décisions, etc. Parce que maintenant, on peut pas, on est dans l'urgence, on est dans voilà. C'est plus facile de faire de la RSE quand on est dans une entreprise florissante avec des belles marges. Et là, on peut faire plein de programmes et communiquer dessus.
Voilà. Et quand l'économie suit moins, et c'est là, c'est là où je crains que, et donc, mon message, c'est soyez vigilants à la santé économique en fait des entreprises. Si vous travaillez, si vous n'avez pas encore choisi l'entreprise dans laquelle vous travaillez, et dans quelle mesure elle a intégré ces thématiques d'adaptation, changement climatique. Parce qu'on est même plus, enfin, on est aussi dans l'adaptation, hein, voilà. Et dans quelle mesure cet employeur il est responsable vis-à-vis de ses futurs employés et il a engagé une politique d'adaptation, ça c'est important. Voilà, mais moi je pense que c'est la conjoncture économique en fait qui va faire que la RSE risque d'être au niveau des convictions. Je pense que maintenant on a passé ça, quoi. Voilà. Bien. Merci beaucoup, Clotilde. Alors, je garde un œil sur la montre, parce que tu m'avais prévenu que tu devais partir à midi 20, absolument dernier délai. Donc, j'en viens à la question un peu conclusive, et puis pour préparer aussi l'échange avec les participants, qui serait, je pense que beaucoup de personnes dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui ne sont pas encore en poste en direction du développement durable. Donc, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui se projette à faire ce métier, peut-être de façon un peu plus individuelle, Clotilde, par rapport à ta recommandation que tu faisais juste avant vis-à-vis du monde entreprise. Je te laisse peut-être commencer, Clotilde, comme ça on est sûr que tu finiras à l'heure. Et puis après, Alain, je te laisserai la parole. Bon, mes conseils, enfin, j'ai pas très bien entendu la fin de ta phrase, Arnaud, mais moi, mon conseil, c'est dans la mesure du possible, d'asseoir l'expertise RSE avec une autre expertise. Ça peut être dans un domaine d'activité, donc l'industrie pharma, le textile, voilà, ou ça peut être une fonction. Alain parlait d'ingénierie, de climat. Il y a les achats, il y a le marketing, voilà, c'est important. Enfin, pour moi, enfin, en tout cas, c'est mon parcours. Après, les choses vont peut-être évoluer, mais c'est important de bien s'appuyer sur une expertise, puisque voilà, la RSE, c'est une vision, c'est une stratégie, et il faut pouvoir voilà, appuyer ça sur une connaissance. Voilà. C'est ça que donc n'hésitez pas, si vous avez un intérêt ou un hobby dans un domaine, de le développer pour vraiment compléter l'aspect RSE avec une vraie connaissance dans un domaine. Ouais. Merci, Clotilde. Écoute, ça rejoint ce qu'on disait hier aussi avec la promotion qui terminait, en disant que c'est des profils qui seront probablement beaucoup plus recherchés désormais, d'avoir la capacité, et tu le disais, Alain, à s'inscrire dans le business, hein, parce qu'on parle de ça, on parle de la transformation du business. Alain, pareil, même question. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire ce métier? Je reste des sociétés aussi en décroissance, c'est intéressant. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut réduire un petit peu la notion de moyen et long terme que l'on a en RSE, et peut-être aller plus sur la dimension risque, et risques déjà qui sont visibles, comme tu disais, Clotilde. Donc, je trouve que la dimension risque est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, et ça parle au business. Donc, c'est assez facile dans ma boîte actuellement de parler du risque sur les PFAS, par exemple. Je prends cet exemple-là au hasard, parce que c'est déjà concret au niveau des gens, et donc de proposer des procédés qui vont être exempts d'eux, c'est même plus du long terme. Donc, il y a des choses. La décroissance dans l'entreprise que l'on subit, nous, dessus, il faut aussi la transformer en forme d'actions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, peut-être, que celles d'une forme de RSE dans un modèle de croissance et de long terme et de marge. Mais ça aide aussi à être créatif et à avoir certaines opportunités quand même. Je pense que c'est important, par contre, de bien trouver les personnes sur qui on va s'appuyer. C'est-à-dire, même si la société n'est pas en grande forme, il faut quand même qu'on ait bien identifié au niveau d'un COMEX nos supporters, et qu'on ait confiance aussi en eux, parce que on sait que de toute façon, il faudra répéter tout notre discours et notre conviction. Le conseil de double casquette qu'évoquait Clotilde, il me semble très, très pertinent. C'est-à-dire que j'ai du mal à concevoir quelqu'un qui soit 100% RSE. Enfin,
ne serait-ce que pour la crédibilité et la légitimité, je trouve que le management a toujours besoin d'une jambe, entre guillemets, technique, que cette technique soit une technique d'achat ou une technique d'actuaire ou je pense qu'il est toujours intéressant d'essayer d'aborder et de se vendre sur deux jambes. Voilà, je terminerai sous cette Alain. forme-là. Bon, vous l'avez compris, Clotilde devait s'échapper, mais Alain, si tu veux bien rester encore quelques minutes pour des questions qu'on va ouvrir maintenant à la salle. Donc, je vous invite alors, on n'est pas si nombreux que ça, donc si vous voulez même poser votre question directement à l'oral, n'hésitez pas à débrancher votre micro, enfin, remettre votre micro en place. Je ne vois pas encore de questions, surtout un commentaire de Virginie en réaction à ce que disait Clotilde. Alors, je vais me permettre de réinterpréter les propos de Clotilde. Donc, Virginie, vous écrivez, malheureusement, aborder la RSE en phase de croissance uniquement, c'est refuser son rôle principal à la RSE, à savoir servir l'entreprise pour la rendre résiliente. Alors, vous avez raison. Je pense que ce que disait Clotilde, c'est que indéniablement, on ne peut nier le fait que c'est plus facile comme contexte d'intervention une entreprise qui se porte bien parce que les portes sont un peu plus ouvertes et l'ouverture à des sujets qui sont encore pas complètement perçus comme business, même si c'est en train de changer, est plus simple. En revanche, indéniablement, on entre dans un moment où il y a des entreprises qui vont se trouver dans des situations difficiles, pour lesquelles même la question de la pérennité va être fondamentale. Alors, Alain, je ne sais pas si tu voudras réagir, parce que je sais qu'EuroAPI traverse aussi des difficultés de modèles et des difficultés économiques non négligeables. Donc peut-être que tu voudras ou pas dire quelque chose, ça peut être une question un peu piège. Mais indéniablement, Virginie, oui, clairement, on arrive à un moment où il faut réaffirmer le rôle de résilience et des capacités à traverser les temps et à se préparer à s'inscrire dans un nouveau schéma de franchissement des limites planétaires. Maintenant, il y a des entreprises pour qui, c'est l'éternel dilemme, fin du mois, fin du monde, que beaucoup d'entreprises n'arrivent malheureusement pas à dépasser. Est-ce que, Alain, tu souhaites dire un mot? Alors, je pense que j'avais un petit peu rebondi en disant que c'était aussi intéressant, finalement, dans des périodes compliquées de décroissance. Je dis juste que sur ces périodes-là, il faut quand même toujours s'accrocher au leader de la boîte, enfin, au niveau de l'excom, du comité exécutif, pour savoir les relais quand même avec qui on va pouvoir travailler. Ça nous oblige à être dans une posture plus de solution et d'action. Et je me souviens, Arnaud, dans les conclusions de l'année qu'on avait fait ensemble, c'était aussi ce que tu mettais en avant. C'est-à-dire qu'il faut avoir du concret, de certaines solutions que l'on puisse rendre effectives et assez rapidement. Et puis, c'est plutôt valorisant puisque ça permet d'avancer. Donc, de mon côté, ce qui est bien, c'est que la boîte n'est pas trop grosse. Encore une fois, c'est 3000 personnes. Donc, ça permet de faire ce lien entre vraiment le physique et la stratégie. Peut-être plus compliqué dans une boîte qui fait 80 000 personnes. Voilà. Merci, Alain. Écoutez, je ne vois pas d'autres questions écrites. Donc, encore une fois, je vous invite à apporter les éléments de complément que vous souhaitez obtenir. Clémence, on peut peut-être avancer en page suivante. Attendez. François, merci. Merci de poser la question. Alors, pensez-vous que le développement durable et l'économie circulaire puissent servir de levier pour mitiger des effets de polycrise qu'on connaît, gestion des approvisionnements, consommation énergétique, gestion des déchets? Est-ce que Alain, tu souhaites faire un premier élément de réponse? Parce que toi, tu travailles directement sur les sujets environnementaux et en particulier l'économie circulaire, ça te connaît bien. Oui, sur la circularité. Voilà. C'est génial. C'est vraiment la colonne vertébrale parce que, alors, moi, j'ai essayé de ne pas trop me perdre non plus dans les concepts d'économie circulaire. Hein. Donc, déjà, on travaille sur le physique, les déchets, comment on peut les remonter, etc. Et après, on travaille sur l'économie de matière dans les procédés et comment on essaye d'intégrer ça. Donc, c'est une colonne vertébrale. Elle se complète avec la dimension énergétique. Des fois, les deux, d'ailleurs, se mélangent, hein, puisqu'on peut faire de la valo énergétique, valo matière, etc. Donc, complètement d'accord. C'est pour moi un très bon vecteur qui parle à tout le monde, qui est facile à expliquer, qui rend aussi la partie RSE concrète
cette partie économie circulaire. Et je crois que notre apport, c'est de faire en sorte qu'on le positionne au bon endroit, qu'on ne soit pas là pour l'économie circulaire du gobelet de la machine à café, mais qu'on soit là sur l'économie circulaire, peut-être dans notre chaîne de valeur, où il y a du lourd qui peut apparaître quand on fait des analyses de cycle de vie. Alors, je me permets peut-être de compléter, mais merci déjà Alain pour ces premiers éléments. En portant une réponse peut-être un peu plus large à la question de François qui est très pertinente, hein, mais vous parlez de polycrise. Moi, mon sentiment et mon analyse, hein, c'est que cette polycrise, elle naît fondamentalement du franchissement des limites planétaires, du fait qu'en fait, on prend conscience qu'on est en surchauffe et on est en surconsommation de ce que la Terre peut supporter, et par prolongation aussi une forme de surchauffe sociale. Donc ces polycrises, en fait, elles tiennent naissance au fait que on a déréglé l'équilibre environnemental, l'équilibre social au niveau planétaire. Et puis après, il y a plein de traductions en géopolitique, en économie, etc., qui s'invitent et qui créent un blobi-bouga de choses dont on a l'impression que ça explose dans tous les sens. Et justement, le développement durable, et en tout cas l'enjeu de transformation durable des entreprises, c'est de faire prendre conscience aux entreprises que l'environnement externe a changé, de l'existence même de ces enjeux fondamentaux, environnementaux, sociaux, et de trouver des solutions qui sont systémiques, parce que malheureusement, ce sont des sujets compliqués qui se nourrissent les uns les autres, dont on n'a pas forcément la possibilité de les traiter différemment. Et c'est pour ça que c'est particulièrement compliqué d'engager les transformations d'entreprise. Mais j'ose affirmer que la solution aux polycrises qui se présente aux entreprises ne passera pas autrement que par l'intégration des enjeux de durabilité dans le pilotage d'entreprise. Parce que les problèmes naissent des enjeux socio-environnementaux, les réponses doivent être apportées pour adresser ces sujets-là fondamentalement. Et c'est une transformation assez structurelle de la façon dont les entreprises doivent se comporter, qui s'appuie sur des éléments pratiques, opérationnels, changement d'approche, notamment sur la circularité, mais qui renvoie à des éléments encore plus profonds de gouvernance, de relation à la répartition de la valeur, de la place de l'humain dans le projet d'entreprise, etc., etc. Mais tout ça, c'est, je pense, des sujets qu'on aborde plus qu'en profondeur pendant ces discussions. Je vois une autre question de Loubna, et merci pour l'avoir posée. Quel argument commercial majeur avanceriez-vous pour amener une entreprise non engagée à s'investir dans la RSE? Bah, peut-être, Alain, pareil, est-ce que tu peux donner un peu tes tips sur toi, comment tu justifies les actions environnementales ou de développement durable chez Orapi? Et puis, je pourrais essayer de compléter avec d'autres illustrations. Alors, déjà, les types, c'est pour moi en face de nous, on a les acheteurs de nos produits et qui sont comme nous, c'est-à-dire que dans la phase d'appel d'offres, il y a le chapitre ESG qui apparaît et la personne en face ne peut qu'être d'accord sur, en particulier la dimension environnementale, mais pas que, hein, aussi sur la partie sociétale. Donc, on a la chance d'avoir quelque chose qui est consensuel au départ. Le seul point, c'est que souvent, c'est cette dimension qui est une des facettes du Rubik's Cube, et ben, lorsqu'on rentre dans le money time, on l'a un peu oublié parce que on revient sur les fondamentaux des prix, etc. Donc, pour moi, mon leitmotiv, c'est de faire en sorte que cette dimension-là soit toujours dans la slide décisionnelle au moment où on va choisir. Même si on met un prix interne du carbone, par exemple, qui est une des façons hein, de mettre dans, par exemple, des surcoûts potentiels d'une démarche plus green, c'est un peu compliqué. Mais par contre, mettre sur la slide décisionnelle le coût avant, le coût après, et aussi l'empreinte avant, l'empreinte environnementale après, c'est mon objectif, parce que la plupart du temps, si c'est plutôt s'il n'y a pas trop de différence au niveau du prix, je sais qu'on pourra accrocher l'acheteur qui est en face. En tout cas, dans notre domaine. C'est peut-être différent dans le retail ou dans des domaines où les marges sont très, très, très tendues. Merci. Mais Loubna, enfin, je complète un petit peu, mais la question que vous posez, c'est la question à 1000 francs que tout le monde se pose, hein, c'est que malheureusement, on est encore beaucoup dans une situation où le client final ou le consommateur final
peut être sensible à ces arguments, mais à un moment donné, le prix reste un élément de différenciation majeur. Alain, tu le rappelais, hein, ça fait partie de la Oui. réalité économique. Donc là, moi, il se trouve qu'en parallèle, là, je suis en train de former des équipes commerciales dans plusieurs métiers, enfin plusieurs entreprises. Nous, on leur apprend à construire un argumentaire, à savoir répondre aussi, à changer d'angle et à se mettre dans les baskets de son client pour comprendre quelles sont les préoccupations du client et comprendre que le client désormais a des préoccupations en matière de RSE. En tout cas, le client B2B, c'est certain. Par contre, il n'y a pas toujours une bonne connexion entre ce que l'entreprise qui produit les services peut proposer et ce que le client demande. Donc, avoir une meilleure discussion entre ces deux éléments, construire un argumentaire qui s'inscrit sur des tas de choses. Ça peut être la performance étendue du produit, ça peut être décaler aussi la question du prix sur le coût complet de détention ou sur la durée de vie du produit qui peut être plus intéressante. Voire réfléchir à des modèles de vente différents sur l'économie de la fonctionnalité, donc vendre l'usage du produit, non pas la détention du bien. Vanter les mérites de la résilience de l'entreprise et très chaîne d'approvisionnement, etc. Donc, il y a de multiples façons de le faire, mais l'argumentaire porte plus ou moins selon la sensibilité et l'importance octroyée à ces sujets-là chez son client, au final. J'avance un peu parce que je vois d'autres questions et merci de les poser. Alors Julien, une question très pratique sur la formation. Donc vous faites remarquer que beaucoup de grands groupes apparaissaient dans les logos des intervenants et qu'en était-il des plus petites structures? Très bonne question. C'est un point d'attention parce que vous l'avez compris, j'ai oublié de me présenter, mais je suis donc à la fois dirigeant des Colorn et puis animateur de cette formation. Mais un point d'attention auquel je suis particulièrement vigilant. Donc, on a à la fois des points méthodologiques, des approfondissements qui permettent justement de comprendre les particularités de la mise en œuvre du développement durable dans les entreprises que je renforce année après année. Puisque ça, historiquement, c'était plutôt les grands groupes qui étaient concernés. Maintenant, ça se propage et c'est une bonne chose. Et puis, j'essaie de faire intervenir de plus en plus des entreprises de taille intermédiaire, de façon à montrer aussi les particularités de la prise en compte de la RSE dans ces structures qui ne sont pas des grandes multinationales. Donc, point d'attention et point pris en compte indéniablement. J'avance avec une question de Pascal qui nous demande quelles sont les compétences techniques nouvelles à développer dans un futur proche selon vous. Alors j'imagine que ce sont les compétences en lien avec la durabilité en entreprise. Je laisse peut-être Alain réfléchir, je réfléchis de mon côté, mais c'est un ensemble de compétences, hein, et du coup je vous renvoie à l'arbre que je présentais au tout début, mais bon, il y a déjà une culture à développer qui est le tronc, comprendre de quoi on parle, comprendre l'étendue du champ réglementaire, du champ normatif, du champ conceptuel qui est quand même assez dense. Donc maîtriser cette grammaire déjà c'est indispensable parce que ça vous permet d'avoir les idées claires, de relier les points entre eux sur des sujets comme le rappelait la question précédente de François qui sont quand même très systémiques. Donc il y a cette culture qui doit être développée. Et puis après il y a des éléments très méthodologiques et là qui vont être relatifs à votre métier d'origine. Et chaque métier doit s'adapter. Les achats, la finance, le marketing, le digital, les opérations doivent apprendre à transformer leurs pratiques pour identifier des risques, pour faire un bilan environnemental d'une solution, d'une infrastructure, trouver des leviers d'action pour faire de la sobriété, etc., etc. Et puis, en toile de fond, vous avez toutes les compétences qui seraient plutôt du soft skills, dans la capacité à construire une vision, à déployer un projet, construire des argumentaires, entraîner des équipes. Donc, c'est un ensemble assez vaste de compétences qu'il faut mobiliser et qu'on essaie de faire pousser. Est-ce que, Alain, tu vois d'autres éléments à préciser? Alors, sur la partie purement environnementale, il y a énormément. Enfin, on a la chance en Europe d'avoir un cadre réglementaire très riche et qui chaque année s'enrichit. Donc, vous prenez les différentes grandes directives européennes. Je trouve que moi, j'ai toujours encore à apprendre dans l'évolution de ces directives et comprendre à la fois la loi et l'esprit de la loi. Je trouve que c'est là, sur les aspects, je veux dire, alors, techniques, mais aussi systémiques, hein, ça permet d'avancer. Et là, actuellement, il y a toute la dimension aussi transformation du business sur
sur les compétences d'innovation, là, j'ai vu des méthodologies que je connaissais pas et quelque part, pour moi, la compétence que je vois à développer, c'est sur faire que l'éco-design rentre dans le design et que il y a des nouvelles méthodes, enfin, qui pour moi sont nouvelles sur les méthodologies d'innovation où on pourrait inoculer la dimension durable. Voilà. Merci. Merci. Alors, on a un tout petit peu débordé, donc je vais répondre très très brièvement à la question de Laurence, qui est la dernière posée sur l'intégration de l'IA dans la formation. Alors, je vais être franc avec vous, aujourd'hui, c'est très peu le cas. Mais c'est un bon point. Donc, on a, nous, chez Colern, d'autres formations qui traitent de l'IA et de l'intégration des enjeux de durabilité dans l'IA. À la fois gérer les externalités négatives et puis utiliser l'IA comme un outil de déploiement et de levier sur la performance durable. On ne propose pas d'outils IA dans le cadre de la formation. Vous avez accès à des e-learning par ailleurs. Après, vous êtes encouragé à utiliser l'IA pour ses bienfaits au-delà de la formation. Et alors, on aborde l'IA dans la question sociale. On a une session consacrée aux enjeux sociaux et la question est fondamentale de se dire quelle est la place de l'emploi demain avec l'émergence de l'IA. Donc ça, c'est un point abordé. Et il est assez probable que j'intègre un petit développé sur l'IA dans l'une des journées. Mais il faut reconnaître que c'est un sujet qui mérite du temps et donc on verrait plutôt sur la formation qu'on propose à côté. Mais c'est un bon point. Voilà, si Clémence, tu veux bien passer à la page d'après, juste merci beaucoup pour récapituler les informations très pratiques de la formation. Vous avez le tarif, sachant que c'est une formation qui est certifiante. Donc, vous pouvez utiliser vos CPF, vous pouvez utiliser l'OPCO, vous pouvez financer par France Travail si vous êtes en situation de recherche d'emploi. Enfin, on accepte toutes les modalités de financement traditionnelles. Notez que vous avez un tarif Early Bird qui est proposé jusqu'à la fin de l'été avec moins de 10%. Si vous êtes alumni aussi et que vous avez déjà suivi la formation digitale, on va bien évidemment tenir compte et on ne vous fera payer que la partie présentielle. Et puis, vous avez les dates qui, vous le voyez, sont à peu près à une fois par mois. Et je conclurai en vous disant que voilà, si vous avez un intérêt pour cette formation, comme c'est précisé par le chat, vous pouvez contacter nos équipes, Wendy et Paul, dont vous trouverez les coordonnées en dernière page de cette présentation qui vous sera envoyée également, qui pourront vous accompagner, je vais aller très vite sur cette page, dans toutes les démarches. Donc, vous faire préciser vos besoins par rapport à votre projet professionnel, vous orienter vers la bonne formation, si celle qu'on vous a présentée aujourd'hui n'apparaît pas comme étant finalement celle que vous recherchez, et puis vous accompagner dans toute la démarche administrative d'inscription, de financement, de façon à ce que vous puissiez être complètement libéré et vous concentrer sur la formation le jour J. Je vous remercie infiniment pour votre participation. Vous pourrez cliquer sur le bouton si vous voulez prendre rendez-vous et sinon sur notre site internet. Un grand merci à Clotilde qui a dû partir entre-temps et puis à Alain qui a pu rester jusqu'à la fin et qui a pu répondre à toutes vos questions. Merci pour ton témoignage et puis bravo pour ce que tu fais parce que c'est des métiers qui sont très enrichissants mais qui sont aussi très exigeants. Donc il faut une forme de ténacité au jour le jour pour faire avancer les sujets. Merci à toutes et tous qui avaient suivi ce webinaire et puis à disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir pour la suite et à une prochaine fois, je l'espère.